L'enquête de la matinée. 9h30, merci d'être avec nous avec nos invités ce matin. Rémi Auffrère-Privel, secrétaire général adjoint à la CFDT cheminot, et Pierre Chaperon, conseiller au cabinet Galéa. Et on dit bien Galéa, hein, oui c'est ça. Ancien directeur de cabinet Agirc Arrco. Et on revient sur cette question ce matin. Vous attendez-vous à une sortie de crise? En majorité à dire non. Plus de 95% sur Facebook et plus de 92% sur Twitter, en tout cas pour ceux qui votent sur nos comptes et réseaux sociaux. Alors il y a pas mal de messages aussi. On a Dos Santos qui dit non parce que tout le retrait de la réforme des retraites universelles, il n'y a plus d'universel, et puis se remettre sur une table et discuter avec les syndicats serait la meilleure chose. On a aussi Jackie Bordage qui nous dit: Édouard Philippe est convaincu par cette réforme, de multiples solutions sont pourtant ailleurs, mais la France se complaît au carcan européen. Oui, c'est ça. Et puis, il y en a beaucoup qui estiment qu'il y a de la manipulation derrière. La manipulation du gouvernement est en marche. Soit on enlève l'âge, soit on le laisse, mais on ne fait pas croire qu'éventuellement, il est possible qu'on suspende. C'est vrai qu'on a du mal à y voir clair concernant précisément cet âge pivot avec ce retrait temporaire. Qui veut commencer? Rémi Auffrère-Privel, puisque vous êtes directement impliqué dans le conflit puisque vous êtes secrétaire général adjoint de la CFDT cheminot. Oui, il faut rappeler comment cet âge pivot 64 ans a été positionné. Il était positionné à 1h du matin, à la veille de la déclaration du Premier ministre au mois de décembre. Et manifestement, c'était un geste politique très fort pour le Premier ministre pour préempter son champ politique sur la droite. En clair, de montrer, voyez, je serai très rigoureux sur l'équilibre des retraites. Donc, comme signe très concret, je vous mets âge pivot 64 ans. À vous à négocier entre 2025 et 2027. Vous avez l'objectif, les moyens. Taisez-vous, circulez, il n'y a plus rien à voir. Et les partenaires sociaux vont négocier ça. Tout en n'oubliant pas que l'âge de 64 ans était une proposition du MEDEF. Donc forcément, nous mettant dans cette espèce d'entonnoir fermé, le Premier ministre, selon le point de vue de la CFDT, a fait une faute politique, nous a un peu méprisés. Il y a une petite pointe d'humiliation par rapport à nous. Il a fait une déclaration au paritarisme sans éprouver aucun amour pour le paritarisme, d'où cette situation de crise. Samedi, il est revenu indirectement. Il envoie une lettre. Il parle d'un report provisoire. Laurent Berger, notre secrétaire général confédéral, n'est pas dupe en disant effectivement c'est une belle victoire pour la CFDT, mais attention, elle comporte des risques. Donc effectivement, on a réussi à obtenir une conférence sur le financement. C'était pas du tout gagné. C'était pas du tout gagné parce que les conseillers du Premier ministre, manifestement, ont des obsessions budgétaires et des obsessions paramétriques, alors qu'à la CFDT, on a toujours été favorable à la création d'un vrai système universel de retraite juste, durable, compréhensible par tous les salariés, ce qui n'est pas encore le cas. Oui, et Pierre Chaperon, vous avez bien connu, puisque vous êtes l'ancien directeur du cabinet de l'Agirc Arrco, qui est ce régime complémentaire. C'est ça, on l'appelle effectivement comme régime complémentaire pour les cadres, qui étaient en situation de crise il y a... Les cadres et les non-cadres. Et les cadres et les non-cadres, c'est vrai, il y a l'ensemble des salariés. Et géré par les syndicats. Oui. Et géré par les syndicats. Oui, voilà, c'est ça. Et qui était en situation de crise il y a quelques années. On se disait, oh là là, il faut sauver le soldat Agirc Arrco. Il a été sauvé. Donc comment vous appréhendez justement cette situation, en fait, aujourd'hui, compte tenu de votre expérience? Alors, Agirc Arrco, c'est géré par les syndicats et par les employeurs. Et les employeurs, c'est ça. L'ensemble des partenaires sociaux. Oui. Ce qui est intéressant par rapport à ce qui a été dit précédemment, où on a pu parler de mécanismes un peu unilatéral, c'est de dire que depuis samedi, les partenaires sociaux reviennent dans le jeu. Ils reviennent dans le jeu avec donc une convention de financement. Bon, on va pas le... Enfin, la CFDT revient dans le jeu, et l'UNSA, mais moins les autres, quand même, non? Alors on verra. Là, il faudra voir. Parce que Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT cheminot, parle d'une action de communication entre le gouvernement et justement la CFDT. Alors, c'était samedi, on est lundi, c'est peut-être un peu tôt pour voir, mais j'ai amené avec moi un accord paritaire. Je ne sais pas si des gens peuvent le voir ici. Mais un accord paritaire, le voir parce qu'il y a des abonnés qui regardent sur YouTube. Un accord paritaire tel que ça a été pratiqué pendant 70 ans à l'Agirc Arrco, c'est des négociations souvent qui sont longues, des négociations qui sont difficiles, parce que la question des retraites est une question compliquée, avec beaucoup de sensibilité forte. Et puis, c'est une matière extrêmement technique. Et les partenaires sociaux sont toujours, aujourd'hui, parvenus à trouver un accord pour piloter ces systèmes qui, en fait, à un degré plus limité, mais pourraient être une sorte de laboratoire de la réforme. Et là-dessus, ils ont agi à la fois sur des problématiques qui sont proches des problématiques actuelles, parce que qu'on le veuille ou non,
vous avez parlé d'un système durable. Donc un système durable, c'est un système qui, peu ou prou, doit être équilibré, au moins de façon pluriannuelle. Et finalement, sur un système de retraite, c'est finalement assez simple. On peut agir sur les prestations. On ne va pas les baisser, mais on peut éventuellement jouer sur des moindres taux de revalorisation, c'est ce qui a été fait. On peut agir sur les cotisations. Ah oui, les augmenter. Alors, est-ce que le levier est bloqué ? Ça peut rentrer dans... Pour l'instant, on dit qu'il est bloqué. Alors, j'y reviendrai peut-être. Et puis, on peut agir sur les modalités de départ en retraite, avec soit des modalités d'âge, soit des modalités de durée, ce qui a été fait beaucoup dans le passé, vous savez, où on a un âge de 42 ans, mais cet âge, il est un peu théorique, puisque pour un certain nombre d'entre nous, il faudra 43 ans de cotisation, et quand on fait nos petits calculs, si d'aventure on a fait un peu d'études, ou si on est rentré un peu tardivement dans la vie active, on voit bien que... D'ailleurs, je fais juste une parenthèse, parce que beaucoup d'auditeurs nous ont écrit récemment sur les réseaux sociaux pour dire on ne comprend pas bien non plus, puisqu'il y avait déjà eu avec la réforme, c'était la réforme Touraine, ce report en fait d'un an, enfin cette année de cotisation supplémentaire où on devait avoir 43 ans. Donc est-ce que tout n'était pas réglé en fait avec ça ? Écoutez, on voit bien que non, puisqu'il reste un besoin de financement. Ce besoin de financement, ce qui est important de dire, c'est qu'il n'est pas colossal. C'est-à-dire que la marche de votre contrôle, la marche, elle n'est pas impossible à atteindre. Ça, c'est quand même un élément d'espoir qu'on peut se donner aujourd'hui. Et puis, moi, je veux quand même retenir par rapport à ce qui s'est passé samedi. Donc, on ne peut pas tirer les conclusions si vite. C'est cette idée de remettre les partenaires sociaux dans le jeu. Alors, certes, avec un cahier des charges, qui fait que on n'est pas tout à fait dans le contexte Agirc-Arrco dans lequel les partenaires sociaux agissaient de leur propre chef avec l'ensemble des leviers. Mais de mon point de vue, à partir du moment où on remet ces partenaires sociaux autour de la table, je pense que on doit largement rouvrir le jeu. J'aurais tendance à leur faire confiance. Alors, il est vraiment ouvert de nouveau le jeu aujourd'hui pour la CFDT, Rémi Auffrère-Privel. Il s'en trouve parce que nous, ce qu'on dénonce, c'est que depuis le 5 décembre, justement, il était complètement fermé. Le paritarisme et les corps sociaux intermédiaires, en général, étaient méprisés par le gouvernement. Là, il y a un frémissement, il y a une ouverture. On peut parler peut-être de négociations au-delà des discussions habituelles, et ça c'est plutôt rassurant. Maintenant, sur les corps qui sont les plus mobilisés par la grève aujourd'hui, notamment les entreprises publiques concernées par des régimes spéciaux, il y a beaucoup d'inquiétudes. Comme à la SNCF, pourquoi la CFDT dit demain on a encore une journée de mobilisation le 14 janvier ? Tout simplement parce que nous avons une réunion de négociation avec la direction de la SNCF pour négocier des garanties finalement entre le différentiel du régime spécial existant aujourd'hui au futur système universel de retraite. Ce n'est pas du tout en opposition avec notre confédération CFDT, dont on partage la satisfaction exprimée samedi, mais ça veut dire que pour rassurer les cheminots un minimum pour leur avenir au niveau de leur niveau de pension, il faut qu'on négocie. Et on a des propositions à mettre sur la table, on en a déjà mis sur la table, il y en a eu qui ont été mis sur la table le 20 décembre, ça n'a pas marché, ça n'a pas convaincu le corps social cheminot et nos militants, mais on a bon espoir quand même dans cette négociation. Oui. Sauf que tous les syndicats ne sont pas comme vous. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, rien n'est plus confortable qu'une pensée radicale. La pensée radicale, elle est plutôt évidemment du côté de la CGT de Sud, qui rejette carrément l'idée du nouveau système universel de retraite par points. Bon, nous, à la CFDT cheminot, comme à la CFDT en général, aucune divergence d'aucune sorte. On est pour le système universel des retraites, sous condition que ce soit clair, transparent et que ça prenne les réalités de la pénibilité du travail, avec la réintégration des 4 critères de pénibilité qui ont été enlevés au début du quinquennat du président Macron, ce qui est cynique et inacceptable selon notre point de vue. Oui, mais alors c'est vrai, sauf que il disait, Édouard Philippe l'a bien dit quand même à plusieurs reprises, visiblement sur les critères de pénibilité, les chefs d'entreprise eux-mêmes avaient du mal à jauger. C'était une charge supplémentaire dans les petites entreprises. Il faut aider les PME. Il faut aider les PME. Les PME, c'est les entreprises qui créent le plus d'emplois. Donc, il ne faut pas leur mettre plus de charges que ça. Il faut trouver des moyens de les aider. Il faut des logiciels. Il faut peut-être accompagner les bulletins de salaire avec les... Non, mais écoutez, il faut mettre à disposition... Il faut les aider budgétairement à disposer des moyens informatiques pour mesurer la pénibilité du travail. Nous le comprenons à la CFDT. Nous sommes des pragmatiques. Nous ne sommes pas des radicaux, dans le sens où il faut vraiment soigner les problèmes à la racine et il ne faut pas accabler les PME et les
PMI qui sont créatrices d'emplois. Bon, Pierre Chaperon, on voit qu'on n'est quand même pas encore dans la sortie de crise. Ah hein. Alors, quand même, il y a un mot extrêmement important qui a été employé, c'est le terme de négociation. Il faut rappeler que précédemment, on était dans un concept de concertation. C'est-à-dire, en gros, l'État écoute et écoute bienveillante, mais à la fin... mais ne discute pas, ne négocie pas, quoi. Ne négocie pas. Alors que là, la conférence de financement, notamment, on rentre vraiment dans une logique d'échange entre partenaires sociaux, avec la présence de l'État. Hein. Ça va être quand même la difficulté. On a le précédent l'UNEDIC, mais moi je veux être optimiste. Donc on change quand même de cadre de jeu par rapport à ce qui était précédemment quand même une relation très verticale de l'État par rapport au corps des partenaires sociaux. Un point qui va être important, c'est qu'on voit bien que par rapport à la lettre de samedi, il y a une réaction positive d'un certain nombre de syndicats, syndicats dits réformistes. Qu'est-ce qui va se passer lors de la première réunion de financement? Et ça, c'est un domaine que j'ai souvent vu dans le paritarisme. Est-ce que les syndicats qui sont plutôt hostiles vont dire, nous, politique de la chaise vide, ou est-ce qu'ils vont dire, non, mais finalement... on va se mettre autour de la table. Voilà, on va se mettre autour de la table. Ça ne veut pas dire qu'on signera à la fin, parce que moi, je vous ai parlé à Gère-Carco, je ne vous parle pas d'un monde idyllique. Hein. Si vous regardez, dans les colonnes syndicats signataires, ils ne signent pas tous. Il y en a même qui ne signent jamais. Mais voilà, mais en termes de posture et en termes de dynamique d'échange, on voit bien qu'on est plus du tout dans le même... D'autant que certains, et les auditeurs le disent encore sur les réseaux, ils réclament toujours le retrait de cette réforme parce que c'est vrai qu'elle a été, entre guillemets, mal ficelée. Alors en plus, mal ficelée, mal vendue, et on ne sait pas comment elle pourra s'appliquer par la suite. Quoi, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup de manques finalement, parce que aujourd'hui, si les salariés, une partie des salariés, il y a quand même un Français sur deux qui sont soit pour, soit contre la réforme. Donc le gouvernement a réussi quelque chose de formidable, c'est de diviser en deux camps les Français. Et pourquoi cette division, alors qu'il aurait pu peut-être avoir l'assentiment de 3 Français sur 5 ou de 4 Français sur 5, c'est que finalement la réforme est très mal expliquée, mais parce que la réforme est encore très vague. Les contours sont pas très bien définis. On a passé quand même 2 ans de concertation avec Jean-Paul Delevoye pour arriver à un tel résultat, où à la fin on finit par une mesure budgétaire âge pivot 64 ans, qui est momentanément remisée. Effectivement, comme l'a dit l'intervenant précédent... Foutage de gueule. Il y a des auditeurs, là, ils écrivent, je les cite, un foutage de gueule. Il ne faut pas voir non plus du complot là où il n'y en a pas. Nous expliquer que le gouvernement avait balancé âge pivot 64 ans pour ensuite le retirer, pour remettre la CFDT dans la course. C'est un peu tiré. C'est politique, non ? Mais c'est un peu tiré aussi par les cheveux. On n'est pas des lapins de 6 semaines. Et Laurent Berger est quand même de quelqu'un de plus intelligent. Il ne faut pas le prendre pour un imbécile. Cette petite manœuvre, on aurait pu la voir. Nous, ce qui nous intéresse, il y en a eu une manœuvre. C'était une manœuvre. Il y a une manœuvre. Mais nous, on a obtenu la conférence de financement qui, je le rappelle, permet de placer... toutes les idées, on peut avoir toutes les imaginations sur le financement et pas forcément seulement sur les cotisations basées sur le travail. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire de la CFDT, CFDT a beaucoup travaillé avec des gens comme Jacques Delors, Michel Rocard, il y a une 30aine d'années, sur la construction de la CSG, la contribution sociale généralisée, dont une partie touche les revenus du capital. Et ça aussi, ça nous ouvre nos chakras sur la recherche de nouvelles recettes pour la protection sociale française et notamment pour nos retraites. Ça ouvre à la place à l'imagination. Et dire que les seules solutions, comme le dit Édouard Philippe, qui est quand même d'une école de pensée extrêmement libérale, de dire soit c'est la hausse des cotisations des entreprises et c'est insupportable, soit on baisse les pensions et c'est difficilement entendable, soit vous allez travailler jusqu'à 64, 65, 66 et 67 ans. Là aussi, on pense que ça va être peut-être un mix, on ne sait pas. En tout cas, côté syndical, évidemment, on défendra les solutions les plus sociales possibles, mais on peut quand même continuer à faire contribuer les revenus du capital aussi sur le financement de nos retraites. Donc, il faut avoir plus d'imagination. Bon, donc, c'est ce que vous dites également à Pierre Chaperon. Il va y avoir beaucoup maintenant, ça y est, de négociations et ça risque d'être un peu long, là, alors. Non. La discussion paritaire, la négociation paritaire, ça prend toujours un peu de temps. Oui. Mais l'intérêt, et là c'est un petit peu mon expérience dans le secteur, ça prend du temps, mais une fois que c'est vu, parce que justement c'est bien échangé entre les parties, les uns et les autres, ça suit. Ça déroule.
Ouais. Un accord comme celui de 2015, c'était extrêmement compliqué, extrêmement tendu, mais la décision, par expérience, elle suppose une forte tension. Bon, si vous ne mettez pas le système sous tension, vous n'y arrivez pas. Bon, merci. Qu'est-ce qui se dit dans les AG ce matin, d'un mot, vous le savez ou pas? Écoutez, il y a quand même une forte mobilisation. Pour la CFDT cheminot, nous, la journée de demain, c'est journée de mobilisation pour négocier avec la direction de l'entreprise. La fin du conflit passera par des garanties offertes aux cheminots. Négocier pour les cheminots. C'est quoi? C'est sur l'étalement des jours de Non, c'est garanti, c'est d'avoir le rachat des études aussi, mais c'est surtout rachat des études, cessation progressive d'activité, les minimums de pension qui doivent être garantis, ce qu'on a aujourd'hui, que ça soit garanti pour demain, c'est quand même le minimum du minimum, et puis le niveau du pension conforme au régime spécial d'aujourd'hui. Les cheminots sont prêts à s'inscrire dans un système universel de retraite, comme d'autres salariés, mais à condition de ne pas payer une lourde facture dans cette transition, parce qu'en plus, ils ont des devoirs, faut pas l'oublier, ils n'ont pas que des droits, ils ont aussi beaucoup de devoirs. Rémi Auffrère-Privel, secrétaire général adjoint de la CFDT cheminot, et Pierre Chaperon, conseiller au cabinet Galéa et donc ancien directeur du cabinet de la GIRC. Arco, merci d'avoir participé à ce débat. Vous êtes majoritaire à dire non, on n'est pas vers la sortie, on n'est pas encore à la sortie de crise, quoi. Ouais. Et vous parliez tout à l'heure, Pierre Chaperon, de prendre du temps pour les retraites. Et pour comprendre la finance, il faut prendre du temps. Et heureusement, ce livre arrive. Il s'appelle Introduction à la finance, et c'est Olivier Bossard qui est un grand professeur en économie d'HEC qui va tout vous expliquer. Vous allez voir, ça va devenir Winch, c'est un peu, c'est une BD, c'est pas compliqué. Non, mais quoique, on a regardé. Il y a 2-3 trucs qu'il faut qu'on vous explique. Toucher un peu sa balle quand même de la finance. C'est une bonne base. Restez avec nous, 9h46, on revient dans un instant.